Le gendarme se fait menaçant. Tu mens. Je vais te lier les mains et t'amener en prison. Toutes vos menaces ne me feront pas dire que le contraire de ce que nous avons vu et entendu. Un de ces jours, on te prendra, on te mettra en prison et l'on te conduira à l'échafaud. Eh bien, j'y monterai. Le maire intervient. Inutile d'insister avec cette tête de bourrique. Qu'on le mette au cachot. Ça le fera réfléchir. Qu'on fasse venir Mélanie. Nous avons pas mal de questions à lui poser. Peut-être que nous serons plus heureux avec elle. Le maire poursuit l'interrogatoire. Mélanie, écoute-moi bien. Maximin a tout avoué. Il nous a tout raconté. Puisque vous savez, pourquoi me le demandez-vous? L'on vous a trompé. Cette dame est venue là pendant que vous dormiez. Une dame pouvait bien venir, monsieur, mais pas sans lever. La dame a disparu dans un nuage. Il n'y avait pas de nuage. Mais il est facile de s'envelopper dans un nuage et de disparaître. Monsieur, enveloppez-vous dans un nuage et disparaissez. Enfin, vous avez pu vous tromper. Et la fontaine, monsieur, pourquoi coule-t-elle? Le maire continue. Mais enfin, tout ce que tu racontes, quelqu'un te l'a appris. Eh oui, monsieur, quelqu'un me l'a appris. Si on ne me l'avait pas appris, je ne saurais pas, moi. Et qui donc te l'a appris? Une personne, monsieur. Oh, sans doute. Mais quelle est cette personne? Celle que j'ai dite, monsieur, la belle dame. Cette dame est en prison à Gap. Il n'y a que Dieu qui peut mettre celle-là en prison. Et je voudrais bien être dans cette prison-là. Les convictions du maire commencent à s'ébranler. Ses enfants doivent dire la vérité. De son côté, le charron Giraud, lui, ne croit pas à ces balivernes. Il n'a même pas voulu écouter en entier le récit de son fils. Quelle bêtise! Mon enfant a vu la Sainte Vierge. C'est une servante de curé qui a voulu rire. La foule des curieux emplit sa maison du matin, au soir, pour questionner le petit berger. Le charron est excédé. Laissez mon fils tranquille et à son travail. Il faut qu'il gagne son pain. Beaucoup se montrent grossiers. Où est ton fils, ce petit drôle qui veut faire croire des balivernes à tous les imbéciles qui viennent ici? Le charron est à bout de nerfs. Un jour que Maximin joue avec une corde, il la lui arrache des mains et s'en servant comme d'un fouet, il frappe le pauvre enfant, puis il l'avertit. File maintenant, si tu continues à raconter cette histoire, tu auras de mes nouvelles. Maximin, effrayé, les mains et le visage en sang, les vêtements déchirés, s'apprête à fuir. Avant de franchir le seuil, il lance à son père. Et pourtant, cette belle dame m'a parlé de toi. Le charron est stupéfait. Comment de moi? Que t'a-t-elle dit? Maximin explique. Elle nous a demandé: avez-vous du blé gâté, mes enfants? Non, madame, avons-nous répondu. Et puis, s'adressant à moi, mais toi, mon enfant, tu dois bien en avoir vu une fois vers la terre du coin avec ton papa. Le maître du champ avait dit à ton papa: venez voir comme mon blé se gâte. Vous y êtes allés tous les deux. Ton père prit 2 ou 3 épis de blé dans sa main, les froissa et tout tomba en poussière. Puis, quand vous reveniez et n'étiez plus qu'à une demi-heure de corps, ton père te donna un morceau de pain en te disant: tiens, mon enfant, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui en mangera l'an qui vient si le blé continue comme ça. C'est bien vrai, madame, ai-je répondu. Je ne me le rappelais pas tout à l'heure. Le charron est stupéfait. Il se souvient parfaitement de cet incident de la terre du coin, de ce blé gâté, de ces épis froissés qui tombaient en poussière. Il est surtout frappé de savoir que ce petit fait, oublié par Maximin, ignoré de tous, est eu un invisible témoin. Cette belle dame dont parle Maximin était donc là. Elle le voyait donnant ce morceau de pain à son fils sur un chemin perdu, d'un pays perdu. Elle lisait l'angoisse de son cœur de père qui ne sait s'il aura du pain à donner à ses enfants. Le charron ne laisse pas deviner son trouble. Il se contente d'ajouter: c'est vrai, je m'en souviens. Au fait, tu ne m'as jamais raconté cette histoire en entier. Moi, ton père, je ne le sais pas encore.
Maximin fait alors le récit complet que son père écoute en silence. Quand il a fini, le charron veut raffermir sa foi et demande un signe au ciel. Maximin, je pense que cette belle dame peut certainement faire quelque chose pour moi. Je suis malade, j'ai de l'asthme. Si elle a été assez calée pour t'apprendre tout ça, alors que j'ai mis des années à t'apprendre le Notre Père, elle peut certainement me guérir, et alors je croirai. Le charron, accompagné de son fils, se hâte vers la montagne. Arrivé près de la source, il tombe à genoux, pleure et boit de l'eau de la petite fontaine, puis plante une croix à l'endroit même où Maximin avait vu la belle dame. Le soir de retour, il déclare chez lui « Femme, je suis guéri. Je n'ai plus sur la poitrine cette pierre de moulin qui m'étouffait. Je vais de ce pas trouver monsieur le curé pour me confesser. En effet, je suis converti. Il y avait 30 ans qu'il ne s'était pas confessé, mais il fut un bon chrétien jusqu'à la fin de ses jours et fit une mort édifiante. Une femme, Laurent, à corps, paralysée par des rhumatismes depuis 23 ans, ne se lève qu'à l'aide de béquilles. Elle aussi boit de l'eau de la source miraculeuse et est guérie. Une demoiselle d'Avalon, Antoinette Bolena, est alitée sur le dos sans pouvoir bouger depuis 3 ans. Rongée de fièvre, squelettique, torturée par la souffrance, elle va mourir. Après une neuvaine à la Vierge de la Salette, toute douleur disparaît. Soudainement, elle se lève, s'habille, descend l'escalier, se met à table et mange de bon appétit. Dort à merveille. Son médecin avoue que si c'était nécessaire, il était prêt à signer de son sang que cette guérison est un miracle. Au couvent de la Visitation de Rennes, une religieuse entre en agonie. On invoque alors la Vierge de la Salette et la moribonde est subitement guérie. Dans le diocèse de Fréjus, une autre personne guérit miraculeusement au moment où elle allait mourir. Il y eut de nombreux miracles dans les années qui suivirent. Ils furent étudiés par un prêtre devenu évêque de Cahors, Monseigneur Giret, qui publia 2 gros livres sur les miracles de la Salette. Toutes les guérisons ont été sérieusement contrôlées auprès des témoins, des personnes guéries et des médecins. Ces miracles furent le premier signe du ciel. Il y eut un autre signe du ciel. Les menaces annoncées par la belle dame se réalisèrent sans tarder. Ce furent les années de la grande famine. Il y eut au moins 100 000 victimes de la faim en France, 1 million en Europe. Les journaux de l'époque ne parlent que de misère. À Corps, les gens meurent de faim. 15 jours avant Noël, il n'y a plus de pommes de terre, comme l'a annoncé la belle dame. Les bonnes religieuses de la Providence utilisent la farine telle qu'elle sort du moulin, sans ôter le gros son, afin de partager un morceau de pain avec les affamés. La misère exaspère les esprits. Des émeutes éclatent. Dans plusieurs départements, le gouvernement interdit l'exportation de la pomme de terre. En Angleterre, la reine Victoria, dans son discours du trône du 19 janvier 1847, s'exprime ainsi. C'est avec la plus profonde sollicitude que j'ai appelé votre attention sur la disette des subsistances qui règnent en Irlande et dans certains pays de l'Écosse. En Irlande surtout, la pénurie de l'aliment ordinaire du peuple, la pomme de terre, a été cause de cruelles souffrances, d'épidémies et d'un grand accroissement de mortalité. Les petits-enfants mourront, avait prédit la belle dame. À Corps, 24 enfants, en dessous de 10 ans, meurent en 1846 et 52 en 1847. Ces signes du ciel confirment le récit des 2 petits bergers, émeuvent les esprits et amorcent un mouvement de conversion. On ne blasphème plus, on fait maigre le vendredi, et les églises sont pleines le dimanche. Ce jour-là, on ne travaille plus. Le peuple est si fervent qu'il manque parfois de prudence. Un dimanche où l'orage menaçait, le curé permet publiquement à ses fidèles de ramasser les foins, mais personne n'ose aller au champ. Il se produisit alors une sorte de miracle. L'orage n'éclate pas, et il ne tombe pas une seule goutte d'eau. Une autre fois, la diligence de Gap à Grenoble tombe en panne à Corps.
C'était un dimanche, impossible de trouver un ouvrier pour faire la réparation ce jour-là. On dut attendre le lendemain. Les gens de Corps et des environs aiment monter en procession à la montagne, et les vieux pêcheurs s'agenouillent auprès de la croix plantée par le charron Giraud. Tout le monde veut se confesser. Maxima et Mélanie doivent monter chaque fois qu'ils le peuvent pour faire le récit de l'apparition.